Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Nous, on a été dans le quartier là, dans les bonnes écoles, les écoles privées. Moi, j'ai fait privé à partir de C2 jusqu'en terminale. Et c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était pas évident. C'était pas évident avec beaucoup d'enfants. Et ma mère leur disait tout le temps, écoutez, moi, j'ai que des filles. J'ai que des filles. Donc, si je mets pas l'accent, une priorité sur leurs éducations, je vais le mettre où? Donc, moi, j'ai vu ma mère se priver de plein de choses. Elle disait, moi, j'achète pas de l'or, j'achète pas de nouveaux vêtements. Le grand arrive, on m'appelle, je sors, je vois qui? Je vois un homme que moi, j'ai mal parlé la veille. Aïe! Il s'était pas présenté, il avait fait client mystère? Moi, c'est pas que même j'ai mal parlé, j'ai fait mon boulot, on va dire comme ça. Il y a aussi une très forte identité dans l'entrepreneuriat au Sénégal qui est très féminin. Toutes les femmes entreprennent, soit comme tu dis pour des raisons sociales, pour améliorer les fins de mois ou parce que on a ça culturellement. Exactement. On a toujours vu les femmes se réveiller le matin. Ce matin, juste je faisais la remarque quand on venait là ici, on a croisé encore moi ces voitures. Chaque fois, j'arrive pas. À chaque fois, ça m'impressionne. Les voitures de poissonnières. Wow. Où elles sont dans les coffres des voitures avec leurs poissons entassés et tout, très tôt le matin. Et donc, on a toutes ces femmes-là qui sont autour de nous, qui font partie de l'environnement et ça devient quelque chose de normal. Exactement, voilà. Exactement. Ça devient quelque chose de normal. Et je pense que le mot entrepreneur, il est arrivé tard, en fait. Donc, tout ça, on se rend... Aujourd'hui, quand on voit des enfants qui font, on dit, ah, toi, tu fais du business, etc. Mais je pense qu'à l'époque, c'était juste de la débrouillardise. Voilà, on l'appelait débrouillardise, mais c'était de l'entrepreneuriat. Bien sûr, en fait, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait le déclic, du coup? Parce que, effectivement, tu as ça dans un coin de ta tête. Tu as déjà les armes parce que tu as été bien préparé. Tu passes par cette grande marque de prêt-à-porter où aussi tu apprends beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris. Techniquement et tout. Exactement. Aussi, aujourd'hui, j'ai Sister Africa, c'est grâce à ce passage-là. C'est ça. Donc, je me dis que Dieu m'a préparé à être ce que je suis aujourd'hui. Et il m'a permis de passer par tout ça, d'apprendre. Parce que c'est hyper important, l'apprentissage, l'expérience qu'on a. Et c'est l'avantage des grandes enseignes, c'est que peut-être parfois on n'a pas beaucoup de liberté parce que tout est très normé, mais par contre, on apprend énormément, il y a de la formation, Exactement. On apprend plein de métiers dont on n'a même pas connaissance. Avant, quand tu as commencé, toi, tu connaissais vendeuse. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Merchandising, c'est quoi? Mais c'est ça. J'étais là, je lisais, mais j'ai dit, ça existe? Donc moi, je trouve que c'est une super école. Les grandes entreprises, Exactement. C'est une super école. Après, effectivement, rester toute sa vie, bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, j'ai l'impression que Seynabou a envie de te faire dire quelque chose. Non, moi je veux juste comprendre. On parle de parcours et à chaque fois tu nous dis en fait pourquoi tu as changé, que tu as aimé faire ça et arrêté de faire ça. Et c'est ça ma question, c'est quel est le déclic? Parce que finalement tu étais bien lancée dans cette enseigne-là. J'étais très bien lancée. Le déclic, c'est que on faisait du chiffre. Hein. On faisait vraiment du chiffre. Je me suis dit, ça marche, on fait du chiffre. Mais moi aussi, je peux faire la même chose. Why not? Tu t'es dit, le chiffre là, il rentre pas vraiment dans ma poche. Oui, il y a de l'argent, mais bon, on me paie. Hein. J'étais quand même, j'étais à l'aise. Hein. J'étais bien payée. Tu étais jeune, tu n'avais pas de charge, tu n'avais rien du tout. On te demandait rien du tout. Ton argent, c'était vraiment pour toi. Voilà, tu faisais ta vie et tout. Mais je me dis, OK, il y a de l'argent qui rentre. Je voyais les gens venir acheter et tout. Ça venait, c'était importé. Donc, on a fait notre responsable qui partait quand les sorties de collection pour choisir
pour la boutique de Dakar et tout, qui faisait venir les conteneurs arriver et tout. Je me suis dit, mais il n'y a rien qui quitte le Sénégal pour partir ailleurs. Toi, c'est l'effet. Tu t'es posé la question, est-ce que ça existe dans le sens inverse? C'était ça, au fait. Donc ça, c'était un peu la fierté. La fierté, le fait de se dire que, OK, ça y est, maintenant, tu maîtrises un tout petit peu, quoi. Tu connais comment ça marche, les rouages et tout. Mais pourquoi tu ferais pas le contraire? Il y avait ça. Il y avait le fait que quand même, j'avais du goût, parce que quand je m'habillais tout le temps, et moi, c'était pas compliqué, hein. Moi, j'allais au marché mercredi. Pourquoi tu rigoles comme ça? Tu vois le truc. Moi, c'est mercredi. Ah, d'accord. Mais pourquoi c'est une seconde de voix comme ça? Je ne me moque pas. C'est un rire de... Je vois très bien ce que tu en veux fait, dire. c'est ça, c'est que je te comprends. Ah, partenaire. Toi aussi. Ah, non. Shopping. Vas-y. Ça, elle connaît des... Shopping. Non, Donc, mais le shopping de la rue. Déjà, au lycée, quand je parlais je vais à la boutique, je vais à la boutique de ma mère après l'école, tout le monde pensait que ma mère avait une boutique de fringues. Tellement que je m'habillais très bien. Oui. Voilà. Moi, t'avais ce truc naturel-là. J'avais ce truc naturel. Voilà. Exactement. J'étais à l'aise avec le stylisme. Le stylisme, les couleurs. Ouais. Mes sœurs aussi s'habillaient très bien. Donc, je volais leurs chaussures. Il y avait les chaussures New Team à l'époque avec des choses hyper colorées, fluo. Ah non, ça, quand je portais, j'étais là, je me sentais plus, hein. Fallait plus m'appeler quand j'arrivais à l'école, hein. Je marchais, tu vois. Comme ça. Ah non, j'adorais ça. Le teul de l'école. Le teul du bonnet. Et tout ce que j'ai porté de haut en bas, c'était pas pour moi. C'était pas à toi. C'est pas ça l'important. C'est de se sentir bien. Exactement. Donc, t'avais ce goût-là. J'avais ce goût-là. Ouais. Je regardais très tôt mes sœurs acheter les magazines OK Podium et autres. Podium. Tu donnes trop d'indices sur ton âge. Non, mais je vais laisser même. Pardon, faut pas calculer pour moi. Non, mais c'était des anciens OK Podium qu'elle a retrouvés dans des archives. Oui, c'est les anciens. Et j'adorais copier les looks, au fait. Et quand j'arrivais et tout, les anciennes, quand j'étais en première et tout, en terminale, les élèves terminales disaient, ah, mais tu t'habilles très bien et tout. Ah non, j'étais trop contente. Donc, et ça continue à Mango aussi, c'était pareil. Ouais. Tout le temps, on me complimentait et tout. Un jour, on m'avait vendu un molfeu, c'était la voile mauritanienne et tout. J'avais un tailleur à côté de la maison. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ça? Il m'a fait une belle robe. Quand je suis arrivée, non, cette robe, j'ai mangé l'argent mal. J'ai mangé l'argent parce que les gens, les clients, ah, c'est joli et tout. Ah, j'ai dit, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Donc, ils m'ont donné. J'ai fait, j'ai vendu. Donc, tu vois, non? Les choses ont commencé. Là, a commencé comme ça. Je vois que quand même, à chaque fois, tu as l'opportunité de gagner un peu d'argent et ça te rend très créative. Et très débrouillarde. Débrouillarde, on va dire. Créative, je l'avais. Ça, je pense que c'est quelque chose d'inné. En plus de mes expériences et tout, je l'avais. Donc, après, peut-être je savais pas l'utiliser. Je savais pas comment le rendre, tu vois, comment le monnayer. C'est ça qui manque. Comment se faire de l'argent. Comment se faire de l'argent avec ce que j'ai dans ma tête et l'expérience que j'ai eue. Comment le monnayer. Donc, et comme on dit, hein, la chance a toqué. J'ai fait des choses, les gens ont aimé et j'ai sauté sur l'occasion. Je fais. Oui. Mais je te fais. C'est compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué. Donc, du coup, j'ai fait. Ils ont aimé avec cette réflexion que j'ai commencé à développer. Parce que quand même, à cette époque-là, on commençait à réfléchir Made in Africa, tout petit peu. Oui. Un peu de retour. Donc, moi, quand je commençais, il y avait Belia à l'époque qui était là, je pense, que comme marque prêt-à-porter. Oui. Même si on a les Adama Paris, les autres. Oui, les précurseurs. Exactement, oui, les précurseurs qui étaient là. Donc, on voyait. Donc, passer à Mango m'a vraiment ouvert les yeux. Un autre monde qui existait, un autre business qui était là. C'est-à-dire ces vêtements-là qu'on vend là. Parfois, tu regardes le vêtement, c'est tellement simple. Je regarde le prix, j'ai dit, aïe, mais comment ça se fait? Mais comment ils font? Donc, tout ça m'a permis d'asseoir ce que j'avais en tête. Je me suis dit, écoutez, je vais me lancer. Mais je peux pas me lancer comme ça.
Donc, j'ai commencé, j'ai dit, je vais faire une formation en stylisme parce que le stylisme là, on y arrive quand même. On y arrive. Quand tu faisais en fait tes chichis là, tu dis non, moi je veux être mannequin. Je veux marcher mannequin, Je veux tout le monde marcher. va me voir et tout. Les mannequins Basta. portent des vêtements. Et... Et en fait, le stylisme ne t'a jamais quitté. En fait, Jamais. depuis tes poupées jusqu'à aujourd'hui, ça t'a jamais quitté. Ça a toujours été en fil rouge dans ton parcours. Depuis mes poupées, la dernière fois, ma belle-sœur a sorti nos anciennes photos. Il y avait une des photos où j'étais avec mes poupées. C'est-à-dire que pendant presque 3 mois, ma sœur l'a mis en photo de profil et tout le monde lui demandait c'est qui. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, pourquoi je fais ça? J'ai dit, tu as vu cette photo? Il m'a dit, mais c'est toi. Ouais. J'ai dit, ok, c'est pas grave. De toute façon, comme on se ressemble, les gens vont penser que c'est toi. C'est pas un problème parce que les gens ont commencé à rigoler. C'est qui? Donc, le stylisme ne m'a jamais quitté, au fait. Cette créativité ne m'a jamais quitté. Donc, je me dis, et quand j'ai voulu me former, j'ai dit, c'est ça qu'on m'avait dit. C'est ça qu'on m'avait dit. J'ai pas voulu. Me voici. Mais je pense que c'était pas mal parce que aujourd'hui, je me rends compte que savoir coudre ne suffit pas. Bien sûr. C'est pas ça qui fait la réussite d'une marque, même si c'est important, c'est une bonne base. Il faut savoir vendre, il faut être commercial. Et à ma formation d'hôtesse de l'air, on nous appelle PNC, personnel navigant cabine ou commercial, le C. Donc, le commercial, je l'ai appris là-bas. Le marketing de rue que je faisais, promotion aussi, pareil. À Mango, pareil. Donc, j'avais tout ce bagage-là aujourd'hui qui me permettait de me lancer. Donc, je suis partie à Eastmode, qui est à Liberté 6, pour me former. J'ai dit, donnez-moi la formation là, tu vois, la plus rapide possible. Ils m'ont dit, dans ce que tu fais là, c'est compliqué de faire rapide. J'ai dit, pardon, moi, je veux juste des notions, en fait. Ouais. Je sais ce que je veux dans ma tête, c'est déjà clair. Mais comme je voulais avoir mon atelier, je voulais pas venir et que tu me dises l'ourlet, je vais te dire, c'est quoi l'ourlet? Oui. Vous voyez? Donc, il fallait que j'apprenne les termes, comme j'ai appris les termes, les saisons de l'autre côté à Mango. Donc, le reste, il faut à l'atelier que je puisse apprendre. Parce que sinon, tu peux pas être chef. Oui. Tu veux diriger une équipe. Tu arrives, tu sais pas quoi dire. Ton équipe te dit des choses, le jargon même de ce métier, tu sais rien leur répondre. Il faut se respecter. Donc, je suis partie me former. Tu te formes et là, tu commences à faire tes premières petites collections. Et à quel moment tu sens justement que la maturité est là? Parce que tu le faisais sur le côté, tu te formes, etc. Mais à quel moment, en fait, tu te dis, allez, ça y est, je quitte ce bateau-là pour aller dans le mien? Alors, la formation, faut dire que c'était normalement 6 mois. Peut-être que j'ai fait 3. Ah, t'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Elle était trop pressée. J'étais trop pressée. C'est bon, j'ai compris. J'étais trop pressée. Donc, quand j'ai commencé et tout, je faisais mes collections. C'était super joli. Je portais mes copies quand j'arrivais au boulot. Ah, mais c'est joli. J'ai dit, c'est ma collection. Attendez, vous allez voir. Mango là. Non, on ne va même pas vous voir. Vous allez venir acheter chez moi. Donc, mes copines venaient chez moi aussi pareil. Je leur montrais. Elles aimaient. Elles adoraient, elles achetaient aussi. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense que j'ai quand même ouvert une boutique. Ah oui, direct. Non, j'ai pas réfléchi. Donc là, et t'avais déjà ton nom, Sisters of Africa? Pas encore. Okay, donc, quand je faisais tout ça, j'avais pas le nom. T'avais pas de nom. Là, c'était vraiment le début. C'était vraiment le début et tout. Donc, j'avais pas de nom. Il y avait pas de nom. Donc, c'était des choses que je vendais comme ça. Ils savaient Hélène et tout. Donc, quand maintenant je suis venue, j'ai parlé à mes sœurs, je les ai expliqué mon projet. Je leur ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont dit, toi et tes 1000 projets. Non, toi, non. Toi, non. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Oui, mais comme il n'y a plus la maman, vous êtes obligé d'être dedans. Oui, c'est ça. Ma mère, tu vois, elle va me regarder, elle va dire, mais toi, ok, si c'est ça que tu veux faire, mais viens pas me dire après tel jour ou tel mois que tu veux changer. Et je venais lui dire que j'ai changé, mais tu es un. Donc là, c'était les sœurs. Donc vous êtes obligés de suivre, au fait. Vous êtes fatigués, je sais, parce qu'à chaque fois, moi, j'avais des projets, à chaque fois. À chaque fois, je venais avec un nouveau projet. J'avais une agence aussi d'hôtesse. Oh là là. Oui. Ok. Donc, et là, c'est toi qui les formais. Donc, les hôtesses pour l'événement. Non, hôtesses d'accueil pour l'événement. Oui, mais tu les as formées, les hôtesses. Oui. En plus, la plupart de mes filles-là, c'était mes collègues avec qui j'étais à EFPNC. Ah oui, pour le comment dire, le mannequinat. Non, pour à EFPNC. Voilà. Après, tu vois,
elles attendaient à avoir une compagnie et tout, elles faisaient rien. Donc, je les ai récupérées, certaines d'entre elles. Ah oui, donc elles étaient déjà formées, présentables et tout. Exactement, parce que des boulots d'hôtesse d'événementiel, j'en ai fait. Nous, je faisais partie des hôtesses qui ont accompagné la première pierre de Dias. Ah oui. Avec Kadhafi. Ah, j'ai donné encore des infos, c'est pas bon. J'étais jeune quand je faisais ça, j'avais 10 ans. C'était toi. J'y étais, donc du coup, oui, j'avais quelques notions et tout, donc j'avais ouvert. Donc du coup, mes sœurs savaient ça. Donc quand je suis revenue dire que maintenant c'est ça que je veux, elles m'ont dit, toi, non, on est fatigué de toi. Non, j'ai dit, pardon, aidez-moi juste, j'ai économisé un petit peu, donnez-moi juste un peu d'argent. Je vais pouvoir prendre au moins le local, faire les travaux, parce que le local là, c'était un ancien resto. J'ai trouvé un monsieur hyper très gentil. Un ancien resto, ouais. Très gentil. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, toi, je veux vraiment t'aider parce que je te vois, tu es jeune et tout, fougueuse. Quand je te vois, ça me rappelle mes débuts. Voilà, ça me rappelle mes débuts et tout, parce que le monsieur, franchement, au ses débuts, c'était un menuisier qui était en France, qui est rentré. Je pense que c'est lui qui a fait l'Assemblée nationale et tout. Donc, c'était un entrepreneur aussi. Donc, qui nous a quittés maintenant. Je le rends hommage et tout. Donc, il m'a vraiment aidé parce qu'il m'a donné le local presque cadeau, quoi. Donc, j'ai dit à mes sœurs, vous voyez. Donc, Elles n'ont pas eu le choix, quoi. Comment elles vont avoir le choix? Non, moi, je crois qu'avec Hélène, on n'a pas le choix. En fait. Elles ont vu ce que je faisais aussi, hein. Elles ont vu les pièces que je faisais. Elles savaient que, voilà, que il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Maintenant, on est parti sur le non. J'ai dit non, je vais quand même rendre hommage à mes sœurs. Parce que c'est quand même, elles sont gentilles. Elles m'aiment bien. Il n'y avait plus ma mère, mais je me suis quand même un peu détachée parce qu'au début, c'était hyper dur. Mon agence d'hôtesse, je l'appelais Marodi. C'était les surnoms de ma mère, Marie-Odile. Marodi Senghor. Donc là, je me suis un peu détachée. J'ai dit, je vais pas mettre Marodi, c'est tout. Il y a mes sœurs quand même. Donc, why not Sisters of Africa pour parler à toutes ces femmes-là et tout. On s'est dit, OK, allez, partons sur ça. Ma sœur était à ISM. Leur projet d'études, je pense, portait sur ça, sur la mode et tout. Ils avaient une personne qui les aidait pour les étiquettes, les sacs. J'ai dit, Mado, faut me passer le numéro de ce gars. Donc, cette personne travaille toujours avec nous. Donc, Ibou m'a fait les étiquettes, mes premières étiquettes, mes premiers sacs et tout. Ah non, j'étais trop contente. Moi, ce que je vois dans tout ce que tu nous racontes, c'est que tu as demandé. À chaque fois, tu as demandé. Tu n'as pas attendu en disant j'ai pas ou machin. Non, j'ai envie de... Voilà. Une fois que tu as identifié un besoin, à chaque fois, tu es allé demander. En fait, et moi, c'est ça que je reproche à nos jeunes d'aujourd'hui. Ils sont très attentistes, au fait. Ils attendent trop. J'ai pas ça. Moi, je sais pas, j'ai pas ça, au fait. Non, c'est comment je peux avoir ça. Exactement. Comment je fais pour avoir ça? Je veux ça. Maintenant, comment je fais pour y arriver? C'est ça. Et je me dis que le gros du travail, c'est moi, en fait. Moi c'est qui pas dois les le faire. autres. Et c'est à moi maintenant d'initier les autres à mon projet, à ce que je veux faire, à ma vision, au fait. C'est moi, ça, c'est ma responsabilité. Les autres ne sont pas obligés. Mais dites-moi juste oui. Dites-moi que vous voulez, dites-moi que vous voulez aller avec moi. Je vais vous montrer comment faire. C'est ça. Et on va continuer. Donc, c'est comme ça que Sisters of Africa est né. Donc, j'ai eu la boutique. J'ai une bonne copine qui était une cliente à Mango, qui est venue tout le temps. La personne la plus chic. Elle était trop belle. Elle était malgache. Elle aussi qui nous a quittés aujourd'hui, Andrea. Je l'aimais bien. Donc, moi, j'étais plus en surface. Mais dès qu'elle venait en boutique, les filles, les vendeuses me trouvaient en réserve et me disaient, ta copine est là. Je dis, ah bon? Je sortais pour la saluer. J'ai dit, bonjour. Juste la dire bonjour. Elle était tellement souriante. Bonjour. Elle me disait, bonjour, ça va? Et je rentrais à chaque fois. C'était comme ça. Et on a
heureusement, on a eu un ami en commun. Donc, il savait que moi, je voulais me former et qu'elle aussi, elle avait une école. Donc, quand on parlait, il m'a dit, ah, mais il y a une fille qui s'appelle Andrea, je pense que même tu la connais parce qu'elle vient à Mango, parce qu'elle aussi lui disait, ah, il y a à Mango une fille, elle est grande, mais elle est trop belle. À chaque fois, elle est gentille. Quand je viens, elle me dit bonjour. Donc, c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. Elle m'a dit, ah, moi, j'ai une école. C'est elle qui m'a permis d'aller à cette école-là, mais qui m'a mis en rapport avec aujourd'hui mon chef d'atelier. Ah oui. Vous voyez les connexions. Moi, je l'appelle les connexions de vie. Bien sûr. La connexion de vie. La pièce maîtresse du chef d'atelier. C'est ça. C'est elle. Donc, justement, sur ce côté-là, aujourd'hui, là, on est dans la boutique, mais il y a un atelier Sister of Africa ailleurs. Oui, on a l'atelier. Ok. On a un atelier. Qu'on essaie même de déménager pour être beaucoup plus proche de Wakam. Ok. Par ici, au fait. Si, on a un atelier Sister Africa. C'est pour ça que j'étais partie faire Ismond, parce que je savais rien. Je sais rien faire. Non, mais c'est ça t'apprend tous ces Exactement. rouages-là. Et quand tu démarres, en fait, on a compris que, à un moment donné, ce qui t'a mis la puce à l'oreille que c'était possible que tu pouvais démarrer, c'était quand même un petit coup de hasard, même si c'est pas jamais un hasard. Un molfeu que tu couds et que tu démarres. Mais là, en fait, tu te dis, je me lance. Et tu te lances, en fait. Est-ce que quand tu te lances, tu avais déjà une idée précise aujourd'hui de l'University of Africa qui est quand même assez spécifique, ou tu t'es dit, bon, j'ai commencé avec le molfeu, je continue et puis je verrai? J'ai pas continué avec le molfeu, Le molfeu, là, j'ai laissé. C'était pas mon truc. C'était pas nos tissus. Ça vient pas du Sénégal, de Dakar et tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était au marché. J'allais chercher au marché. C'est au marché que je cherchais mes tissus et tout. Avec ma créativité, ce qui se faisait au Sénégal et tout. Mais j'avais une vision. Ma vision, c'était que je voulais exporter. Oui, c'est ça. Tu vois, tu voulais aller dans le sens inverse. Je voulais faire, du prêt-à-porter. Je voulais pas faire du sur-mesure parce qu'on a regardé, on s'est dit, OK, il y a des tailleurs, il y a des marques, mais ils font quand même du sur-mesure. On a de très bons artisans, mais tu as ton tissu, tu pars, on te fait. Moi, j'ai quitté du prêt-à-porter, là où je travaillais. C'est la même chose que je veux reproduire. Voulais faire. Donc, exactement. Et c'était très clair, parce que moi, je me rappelle, quand tu t'es lancé, c'est à la même époque que je suis rentrée au Sénégal. Et la réputation que tu avais déjà tout au début de Sister of Africa, c'est ça. Qui du le tissu? Qui du le tissu? Genre, tu vois un modèle qui te plaît, tu vas amener ton tissu, elle te fait du le tissu. Et ça, c'était rare à l'époque parce que c'est pas ça qu'on connaissait. C'était hyper rare et en même temps difficile parce que tu gagnais pas d'argent. Tu gagnais pas d'argent. On gagne plus quand tu prends du tissu, tu as tes articles et d'autres viennent. Et les gens, ils aiment ça. C'est le luxe encore de se faire oui, des vêtements. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a ce service-là, tu viens sur mesure et tout. Mais c'est lent. Mais est-ce que c'est un modèle tenable d'ici quelques années? Donc, si on veut être compétitif... surtout pour l'export, c'est pas possible. Exactement. Comme déjà, toi, ton idée, c'était l'export. C'est pas possible pour l'export. C'était pas possible pour l'export. Et même pour ici, parce que quand j'ai dit l'export, j'ai pas exporté du jour au lendemain. Je vais exporter quoi? Qui me connaît à qui? C'est ça. Donc, tu as commencé par ta boutique. J'ai commencé à ma boutique. Donc, j'ai ouvert la boutique. On a fait un grand cocktail. J'ai pas fait les choses à moitié. J'ai fait du tintamarre. J'ai invité toutes mes copines, mannequins. Des jolies personnes. Des jolies personnes. Elles sont venues, elles ont porté les tenues, on va faire un shooting et tout. J'ai dit, j'ai pas d'argent et je suis votre collègue, ancienne collègue. Parce que après moi, dès que j'ai commencé, j'ai dit, non. Je ne suis plus mannequin, ne m'appelez plus mannequin. Moi, je suis designer. Et jusqu'à maintenant, je m'en bats. Parce que je vais à des défilés, on me confond avec les mannequins. Tout le temps. Et tout le temps, c'est dit, non, je ne suis pas mannequin. C'est moi, la designer de ça. Je montre avec le ton. Je dis, mais arrêtez, en fait. Donc, je dis à mes copines, je ne suis plus avec vous, mais venez m'aider. J'ai pas d'argent, mais je vais vous donner le transport. Venez seulement. Donc, elles sont venues vraiment hyper bienveillantes. On a fait l'ouverture et tout. Il y a eu mes copines. Il y a eu les mamans de mes copines qui sont venues, qui m'ont aidé. Tata Lucie, que je rends hommage, qui m'a beaucoup aidé. Donc, qui a aussi participé à ce que je suis aujourd'hui. Parce que Tata Lucie, elle travaillait, mais elle aussi, comme toutes les femmes, elle faisait son business. Pendant ses vacances, elle partait en France. Sarcelles, c'est grâce à elle qu'on a connu Sarcelles. Donc, nous, dès qu'on a atterri à Paris en étant hôtesse de l'air, parce que sa fille était hôtesse de l'air avec moi, donc on était ensemble en Côte d'Ivoire, on habitait dans la même maison. Donc, dès qu'on a atterri, nous, en France,
C'est Sarcelles, on a fait un Sarcelles, vous premier. avez fait en premier. Mais Sarcelles, le marché ou... Le marché, C'est ça. toi Parce aussi, qu'il le y a marché. Sarcelles et Sarcelles, hein. Non, le marché, on va aller acheter. Pour aller acheter. Pour aller acheter. Donc, t'as Lucie, qui est traiteur aujourd'hui. Mm. Donc, elle est venue, elle a fait, non, c'était hyper chic à cette époque-là. Tu fais traiteur, Tu fais truc. traiteur. Dès que t'es fait, Fayuma Dara. J'appelle Calista journaliste, Ndeysaan. Mm. Elle venait de commencer. C'est une copine d'enfance. On a fait l'école ensemble, le même quartier. C'est pour On ça a qu'elle te galéré recrute régulièrement. Je la recrute. Calista. Bon, je vais pas dire tout, hein, je me tais seulement. Donc, elle vient et tout. J'ai rien payé. J'ai dit, K. K, c'est toi qui vas faire. Moi, j'ai dit, c'est toi. Qui va faire? Ouais. C'est toi la journaliste ici. Micro et tout, caméraman, tout. Elle a tout booké. Voilà. Donc, c'était elle qui présentait et tout. C'était trop bien. Ouais. Donc, toutes mes copines étaient là. Elles m'ont aidé. On a nettoyé. Quand je vois aujourd'hui les photos, waouh, je dis, non, franchement, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes hyper bienveillantes qui m'ont toujours dit oui. Toujours. Ouais. En même temps, on voit qu'il n'y a pas trop de choix. On est obligé de te dire. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi ce côté où on récolte ce qu'on sème et puis que ces gens-là savent que aussi, si elles étaient à ta place, tu ferais la même chose. C'est toujours ce que je dis, en fait. La bienveillance, elle ne continue que dans la réciprocité. C'est-à-dire que, voilà, c'est des, li nga ma jaral nga ma lu ma ëpp lu ko jaral naa la lu ko ëpp, tu vois. Donc ça, c'est hyper important de nourrir ça jusqu'au jour où on en a besoin. On le fait pas en calculant. Non. Mais on le fait en se disant que ki ma koy defal su ma soxlaa dina ma ko defal sans hésiter, en fait. Sans hésiter, effectivement. Et ça qui est beau, en fait. Ouais. C'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi, avec qui je suis toujours, on est toujours là. On tombe ensemble et on se relève ensemble. Donc, moi, je me rappelle effectivement de la boutique là-bas, à Samla. Mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses jusqu'à arriver là. Si aujourd'hui, tu avais justement les choses, on va dire, importantes qui se sont passées dans ce parcours de Sister of Africa, c'est quoi pour toi? Je pense que tout est important, au fait. Tout est important dans la mesure où, pour moi, le succès, c'est un farandole d'échecs, au fait. Donc, mes échecs ont fait qui je suis aujourd'hui. Donc, ils sont aussi importants que mes succès. Et j'ai appris à les accueillir. Mais à les accueillir dans la joie, mais aussi dans la douleur, hein. Mais toujours hyper bien entouré. Donc, tout ce qui se passait, moi, je suis quelqu'un de très communicative, donc j'en parle à mes sœurs. Donc, elles m'écoutent le soir quand je rentre, tout ce que j'ai vécu, j'en parle au fait. Elles vont te donner des conseils, elles vont te dire, non, fais ceci, t'aurais dû. Donc, c'est pour ça que dans ce sphère où j'évolue. Ça, c'est un super conseil de parler, parce que c'est vrai que en général, les gens n'osent pas parler surtout des échecs. Ici, on a peur de parler aussi quand ça va bien, parce qu'on a peur que ça nous porte le mauvais œil. Oui. Et du coup, les gens parlent pas beaucoup, en vrai. C'est vrai. Et sauf que quand les gens connaissent pas tes problèmes, ils peuvent pas t'aider. Non, ils peuvent pas t'aider. Donc, il faut vraiment parler. Il faut être bien entouré. Mais il faut parler parce que on trouve des solutions. Moi, je dis, si tu es assis ici, tu as une idée, si tu n'en parles pas, qui saura que tu as cette idée? Qui pourra t'aider? Tu vas parler d'un truc, même si la personne ne peut pas t'aider, elle pourra toujours te mettre en rapport avec d'autres personnes. Donc, j'ai connu quand même des moments assez, on va dire, complexes tout au début parce que je faisais du made in Sénégal. Je vendais des vêtements que tu peux aller au marché, trouver le tissu, aller chez ton tailleur pour le faire. À un certain prix, les gens ne comprenaient pas. Donc, tu voyais une personne qui monte, qui vient, qui arrive. C'est joli et tout. Tu donnes le prix. C'est pas fait ici. Non, si, c'est fait ici. Ils comprennent pas parce que c'est fait ici, ça doit être pas cher, c'est ça? Ça doit pas être cher. Ou c'est bien fait. Est-ce que c'est fait ici? C'est fait moi, on me disait Afrique du Sud. J'ai dit non. Kenya, j'ai dit non. Côte d'Ivoire, j'ai dit non, c'est fait ici. Ce sont mes tailleurs qui ont fait. C'est joli et tout, mais ils achetaient pas. Je me rappelle à l'époque, j'en parlais avec une grande sœur qui est dans la communication et tout. Elle me dit, mais toi, tu sais pas vendre.
Si on te dit, tu dis que non, c'est pas fait ici, tu prends l'argent et puis tu pars. On rigole. C'est pas fait ici, c'est fait juste à côté. Oui, tu dis, mais c'est fait en Côte d'Ivoire et puis tu prends l'argent et puis tu pars. C'est Donc, vrai. c'était quand même assez compliqué parce qu'à cette époque-là, tu vois, on s'était pas encore approprié aujourd'hui notre savoir-faire local. On aimait bien tout ce qui venait d'Italie, Ouais. de l'autre côté. Même pas que l'Europe, hein, même si c'est au Mali et tout, Oui. le fait que ça soit, que ça a voyagé, c'est assez différent. Les gens préféraient cela à ce que nous, on faisait. Donc, c'était un peu compliqué. On s'est dit, à un moment donné, j'ai douté, hein, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que je vais pas faire juste du prêt-à-porter, acheter, aller en Europe, acheter les vêtements et ramener. Parce qu'au début, avant c'est sur Africa, c'est ça que j'avais pensé Oui, faire. avec Voilà. ton ami là qui te donnait de la Exactement. marchandise. Je pensais vraiment ouvrir, mais faire le prêt-à-porter, mais aller acheter comme les boutiques, tu vas acheter en France, tu reviens. J'avais pensé à ça, au fait, vraiment. Mais mes sœurs m'ont dit, mais oui. Donc, on a réfléchi et tout. Pourquoi tu ferais pas ça? Tu cours ici et tout. Et puis, on a fait ça. Mais au début, ça prenait pas, hein. Ça prenait pas. Ça a mis du temps. J'ai mis du temps. Et même pour payer mon loyer, c'est mes sœurs. Merci. En fait, elle sait Merci pourquoi les elle a sœurs. appelé ça Sisters of Africa. Ce sont mes sœurs. Sisters en tout, Parce en fait. que l'idée, c'était que j'ouvre et je garde mon boulot. Parce que moi, quand j'ai ouvert, je travaillais encore. Hein. Ouais. Ah, ok. Ça s'est un peu chevauché, là. C'est 3 mois après que j'ai démissionné. Ok. 3 mois après, parce que j'avais besoin de cet argent. Je vais payer comment? Je venais de commencer, c'était compliqué, ça n'avait pas encore pris. Et puis moi, je suis partie, j'ai dit, OK, toutes mes amies, mes copines, la plupart, c'est des mannequins, elles aiment s'habiller et tout. Je suis partie faire des vêtements assez sexy et tout. J'ai dit, hey, c'est pas elle qui achète, dit, je vais faire comment? Quand j'ai fait, je me suis rendu compte, j'ai vite fait que c'était pas mon marché, au fait. Je me suis rajustée et je visais maintenant les working girls. Les working girls. OK. J'ai dit, eux, à la fin du mois, il y a le salaire qui tombe. Ouais. Minimum. Tu vas épargner un petit 30 000 là pour dire que je vais me prendre un truc. Ouais. C'est comme ça que je me suis réinventée sur Africa. En tout cas, mes premières collections, c'était catastrophique. C'était joli, hein. Mais c'était catastrophique parce que j'écoulais pas. Les personnes que j'avais visées, c'est pas eux forcément ma clientèle. C'était pas eux qui venaient acheter. Les personnes qui venaient, qui pouvaient acheter, qui avaient ce pouvoir d'achat-là, ne s'habillaient pas comme ça. C'est ça. Et oui, l'adéquation entre l'offre et la demande, voilà, c'est ça. Ça prend un peu d'ajustement. Mais avant que ça prenne, j'ai galéré. Parce que oui, mes sœurs m'ont aidé à payer. Je les appelais en stress. J'étais tout le temps stressée. J'ai dit, ce mois-ci, si vous ne m'aidez pas, je vais fermer. Et à quel moment ça s'est mis à marcher? Alors, ça s'est mis à marcher quand j'ai redéfini mon offre. J'ai commencé à changer. Dans le marché, j'ai touché un peu le wax parce que moi, au début, le wax, je le prenais juste pour les détails, pour apporter ce côté made in Sénégal. Mais c'était hyper moderne parce que je venais de Mango. Je voyais ce qui se faisait là-bas. Mais sauf que cette clientèle-là ne me connaissait pas. Oui. On avait la moitié, on va dire 40% de cette clientèle. Même, on va dire 50%, c'était des Libanais. L'autre partie, c'était des gens de Radisson qui venaient, des touristes et tout. Après, il y a ces Sénégalais qui voyagent beaucoup. Et toi, tes vêtements n'étaient pas dans Mango. N'étaient pas aussi Plaza. Tu me connaissais. Et puis, je suis partie faire des... Moi, j'étais à Médina. Là-bas, c'est Fass, non, Médina, là, ma première boutique. Oh, je te rappelle. C'est Fass. Parce que c'est à côté de Sam Priva. Merci. C'est ça. Ah, vous voyez. Donc, quand tu te réajustes, tu fais différents tests et là... Ça commence à prendre un tout petit peu. Je souffle. J'arrive quand même à gérer femme de ménage parce que non, moi, je suis culottée. Je suis partie prendre. Moi, j'ai reproduit. J'ai vu de l'autre côté. J'ai dit, je veux faire la même chose, mais version Sénégal. Ouais. Toi, tu viens de commencer. Tu vas prendre femme de ménage. Non, mais attends. En plus, c'était même pas grand. Ouais. J'aurais pu, tu vois, la fille qui était là-bas pourrait pu. J'ai pris femme de ménage. J'ai commencé. J'ai dit, gardien, quand même, je vais pas prendre. J'ai pas d'argent. Donc, je me suis gérée comme ça, en réduisant les coûts, en m'ajustant, en tombant, en me relevant. D'accord? Jusqu'à
pouvoir comprendre. Et ça continue aujourd'hui, hein. Je dis pas que je maîtrise, mais au moins, je peux dire que ça va, je suis à l'aise, j'ai plus ce stress de me dire que, hey, comment je vais faire à la fin du mois, j'ai pas quoi payer et tout, quoi. Donc, on commence, donc, très tôt, je vise l'Europe aussi. Donc, l'été, je pars faire mes ventes privées. J'ai ouvert en 2013. Ma première vente privée, c'était 2 ans après, j'ai commencé à faire les ventes privées en France. Donc, je pars, je regarde les marchés qu'il y a et tout. S'il y a un marché, recherche de créateurs et tout. Encore mes sœurs, j'ai dit, pardon, payez pour moi y venir. C'est ça. Moi, je suis l'aînée de la famille. Donc, moi, je peux pas aller demander à mes sœurs de m'aider. Oh, Yako. Ah, tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates. Moi, c'est moi la grande sœur. Tu sais pas ce que tu rates. Donc, je dis, mais payez pour moi, pardon, je vais venir parce que j'ai vu ça, il faut que je participe. Ouais. Bon, j'ai commencé comme ça depuis 2015 jusqu'à maintenant. On fait chaque année nos ventes privées en France. Donc, on développe cette clientèle. Quand on finit les ventes, ils nous disent, mais comment on fait pour avoir, J'ai dit, comment on fait? Site internet n'a qu'à venir. Très tôt alors. Très tôt. Très tôt. Très tôt. Et mon premier site internet, moi je l'ai fait. Je l'ai fait avec ma sœur toute seule. Les codages et tout. Non. Pas. Je pense que c'était le plus beau site de toute ma vie. Hein. Ah oui. Est-ce que c'est pas seulement parce que c'est toi qui l'as fait? C'était moi. C'est vrai, mais il était beau. C'était chaleureux. On sentait qu'il y avait une âme, en fait. On sentait que tout ce que j'avais envie était transféré sur ce site-là. Donc, tu rentres et je me rappelle plus tard, la belle maman de ma sœur, qui est une Française de Chouche, quand elle est rentrée la première fois, elle n'y croyait pas à ses yeux. Elle a dit non, c'est pas possible. Elle a dit, ma sœur, c'est vous qui fait ça? Ma sœur a dit, oui, j'ai aidé ma sœur et tout, elle a fait et tout. Mais c'était super joli, c'était bien fait. J'étais contente. On a commencé nos premières ventes en ligne. J'ai dit, ça y est, Tekina, j'ai percé. J'ai percé, ça y est et tout. Donc, à cette époque-là. Parce que ça, c'était même avant le boom des réseaux sociaux. Avant le boom, il n'y avait même pas Instagram. Moi aussi, j'ai eu mon premier site internet à ce moment-là. Ouais. Il n'y avait pas le Instagram. Quand tu as une commande qui arrive, là, tu es tellement content. C'est ça. Mais après, je pense que c'était aussi une révolution pour la diaspora qui vivait, en fait, cette frustration de ne pas pouvoir, en tout cas, d'avoir des moyens d'accéder à la créativité africaine de manière efficace, etc. Exactement. Donc là, tu avais le produit qui allait avec parce que aussi des vêtements qu'on peut mettre en Europe parce qu'il y a toujours ce souci-là de les vêtements qu'on porte en Afrique, bon, quand on le porte en Europe, bon, voilà, etc. Donc, tu t'es adapté aussi à ça parce que tu étais sur un modèle working girl, donc ça passe. Exactement. Et après, tu réponds vraiment à ce problème-là et je pense que, ouais, c'était très visionnaire de faire ça à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc, on continue. Le site commence petit à petit à répondre, à exploser. Au début, c'était les GP. Oui. Qu'on donnait les vêtements. Ah oui, il y a quelqu'un qui part et tout, qui va te ramener et tout. J'ai même fait avec la poste, catastrophique. Donc là, on va voir DHL. On s'est dit, tout de suite, vous allez voir DHL. On s'est dit, il faut quand même qu'on fasse des sécuriser. Choses sérieusement et tout. On a DHL. À l'époque, DHL n'était pas cher, mais DHL aujourd'hui. Pardon, DHL, si vous nous écoutez. Pardon, on négocie les tarifs. Ouais. À cette époque-là, ils avaient quand même un peu baissé parce qu'il y avait des tarifs pour les e-commerce. Ils ont commencé vraiment à voir que ça commençait à se répandre et tout. Aussi, ils étaient vraiment hyper visionnaires. Oui. Ils ont fait des tarifs préférentiels et on a commencé à livrer avec DHL. Donc, je me rappelle que, non, les premiers vêtements, DHL devait passer même pour récupérer. Non. C'est nous-mêmes, on allait à DHL pour déposer. Ouais. Non, c'était chic, c'était kiff, quoi. J'ai mes premiers trucs qui partent avec DHL et tout. Et ça n'a jamais arrêté depuis. Après, on a migré, hein. On a eu des professionnels qui nous ont aidés. On a fait des sites maintenant qui répondent vraiment à là où on est aujourd'hui. À là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et entre-temps, les réseaux sociaux sont arrivés.
Et ça a créé Exactement. aussi autre chose, j'imagine. Beaucoup de choses, hein, parce qu'il faut dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a habillé Beyoncé aussi. Parce Mhm. que sa styliste nous a vus grâce à C'est Instagram. ça. Grâce à Instagram. Ouais. Donc, très tôt, moi, j'ai toujours eu cette culture de faire des shootings. Mm. Même quand j'avais rien, mes premiers shootings, avant même d'ouvrir Ciso Africa, on avait fait le shooting. Parce que j'ai dit non, je vais faire les choses bien. On a eu tonton Lai, Lai Pro. J'ai dit Lai, pardon, pour faire mon shooting des... Mais maintenant, à chaque fois quand je le vois, j'ai dit, je peux plus te payer. Tu as percé. Ah J'ai non. plus ton argent, Lai. À l'époque, hein, Non, non, petit, mais à là, il petite va somme tu continuer. prends. Mais maintenant, là, il me dit, toi, moi aussi, hein, je peux plus t'avoir parce que tu as habillé Beyoncé. Donc, ça y est, on t'a perdu. Mais oui, je fais le shooting. Je prends ma sœur, toujours, hein. Mes sœurs ont vraiment galéré. Les petites, là, c'est pas les grandes. Ok. Les grandes, c'est pour l'argent et les petites, Tu C'est les pour fais les travailler. exploiter. oui, je les fais travailler pour... Non, mais je justifie le histoire africaine, c'est pour ça. Hein. C'est d'abord mes filles, mes sœurs que j'ai vraiment... Et mes copines aussi. Oui. J'ai une copine, Anna. Je rends hommage à sa mère qu'on a perdue vendredi. Donc, elle est actuellement là. Elle est revenue de Canada. Je me rappelle, Anna, je l'ai fatiguée. Un jour, elle avait jeûné. C'était le ramadan. Donc, elle venait de se marier. Elle savait pas comment faire. Elle me dit, j'ai appelé mon mari. Elle n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour que je vienne chuter. J'ai dit, Anna, est-ce que moi, ça, c'est mon problème? C'est pas mon problème, hein. Moi, j'ai pas une autre personne. Le shooting, là, aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire. Appelle Moussa, tu lui dis que tu vas venir shooter. C'est pas mon problème. C'est après qu'elle m'a dit, c'est parce que je voulais pas faire, je suis fatiguée, j'ai jeûné. Ah, c'était pas vrai en fait. Ouais. Elle était fatiguée. Parce que c'est que quand je commence, et c'est moi, j'étais avec mon téléphone, hein. J'avais un appareil, je pense, à l'époque, que j'avais acheté. Donc, en France et tout, pour faire moi-même mes shootings Des dans photos la boutique. Dans la boutique. D'accord? Donc, je l'appelais quand je sortais des nouvelles pièces. C'est Anna qui venait, soit Mado ou toutes ses copines. J'ai pris, moi, toutes les copines de Mado. Les Madina, les Thérèse et tout. Tout le monde a chuté pour moi, hein, à la maison. Obligé. Mes copines, tout le monde. Donc, même quand tu venais juste me rendre visite à la boutique, tu veux pas qu'on fasse un petit shooting et tout? Ça m'a Ouais, arrangé parce donc que... ça, c'est toute ton expérience d'avant, de mannequinat, toutes les formations, tout ça, ça t'a aidé à avoir ces réflexes-là. Ça m'a beaucoup aidé. Et si tu regardes s'il y avait le plus gros challenge que tu as eu et la plus grande fierté que tu as eu, à part habiller Beyoncé. Je pense que c'est réussir à faire Sister Africa. C'était pas évident. Je me rendais pas compte, au fait. C'est-à-dire que quand tu es dedans, tu te rends pas compte. C'est quand tu sors, quand tu entends les gens parler de ta marque, c'est-à-dire que, parfois je me plains. Je me rappelle que parfois je suis avec Maraz, il m'appelle, je dis, Maraz, je suis fatiguée, tu te rends compte, hein? Toute cette année, tout ce que j'ai eu est reparti, j'ai même pas 100 francs. Tout mon sert. Il me dit, mais tu es en bon chemin. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je recommande Siso Africa, je parle de toi partout. Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Après, je me cache, j'ai dit, quand même, c'est vrai, hein. Mais je me rends pas compte parce que je me dis, j'ai pas encore fini, je viens juste de commencer. Oui. C'est que tu connais intérieurement l'ambition que tu as. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est vraiment c'est encore une fois, c'est le début de l'iceberg. Et en fait, tout ce qui est enfui, il y a que toi qui le vois parce que c'est toi qui as ton ambition. Exactement. Et que finalement, tu te dis, waouh, il reste tout ça à faire. Je pense que quand même, comme tu dis, tout est là pour une raison, en fait. Et dans l'entrepreneuriat aussi, je pense qu'il y a des moments qui sont des moments où on passe du simple au double. On peut rapidement aussi passer des étapes comme ça. Là, on a vu le pop-up Galerie Lafayette, attention. Donc, je pense que les choses se mettent en place et pareil, parce que toutes ces marques-là, enfin, Mongo dont tu parles, entre autres, ne se sont pas faites aujourd'hui tout seul, comme ça. Vrai. Et toi, en fait, parce que là, on parle d'échelle, en fait, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tu as eu le temps de faire, de maîtriser la base, en fait, le métier, comment ça fonctionne, le secteur, etc. Maintenant, je pense que ce qui reste, c'est maintenant ce sentiment d'échelle. À ton avis, qu'est-ce qui manque, en fait? Qu'est-ce qui te manque pour que tu ailles à cette échelle-là? Alors, il y a beaucoup qui manquent, faut le dire, même si on n'attend pas. Hein. Moi, j'aime pas attendre du tout.
Je me rappelle que là où je faisais mes ongles en ville, on m'appelait Éclair. J'ai entendu qu'on m'appelle Éclair parce qu'ils le disent pas devant moi. Parce que quand je viens, il y a du monde, ok, je suis partie, je reviens jamais. Moi, je n'attends pas. Quand j'ai un truc, je le fais. Et je fais avec les moyens de bord. Donc, il y a beaucoup qui manquent. Et d'habitude, j'aime pas parler d'argent. Parce que je me dis que c'est pas ça qui nous définit. Et on peut donner quelqu'un des milliards pour un business et qu'il échoue. D'accord? Donc, on a besoin d'infrastructures. Infrastructure. Pour la production? Pour la production. C'est ça. On a besoin de matières premières. C'est-à-dire l'industrie. On n'a pas l'industrie. La chaîne de valeur, en fait. Ouais, la chaîne de valeur, c'est ça qui Parce nous que manque. finalement, tu as posé quand même tous les, tu vois, tous les piliers. Parce que tu as des boutiques, tu as des représentations, tu as le site internet, tu as la notoriété maintenant. Et c'est pour ça que je me pose la question, qu'est-ce qui manque? Donc c'est ça, c'est l'industrie. Est-ce que c'est vous qui faites les teintures? Oui. Donc, vous achetez le tissu. J'ai un atelier de teinture. Tu fais les teintures, après vous cousez. Donc, vous avez déjà mis en place une bonne partie de la chaîne. Une bonne partie de la chaîne, mais semi-industrielle. Voilà. C'est semi-industrielle, parce que ça reste de la teinture à la main. Exactement. Voilà. À échelle humaine. Exactement. Avec le réseau de teinturières. Exactement. Et après, ça passe à ta production avec tout ce que tu as. La confection. Confection, mais que tu as maîtrisé avec le temps. Tu es allé petit à petit et maintenant, ça, c'est maîtrisé. Pareil, la partie vente, distribution maîtrisée, où en fait, tu es dans tes boutiques, tu es dans des concept stores, tu es dans des pop-up, tu fais de l'événementiel vente, etc. Mais maintenant, voilà. Donc, il manque... Côté industriel. Donc, c'est de l'argent pour mettre en place ces infrastructures ou c'est carrément des appuis de l'État pour renforcer le secteur. C'est quoi? Je dirais bien des appuis de l'État pour renforcer ce secteur-là. Que ce soit en termes de la douane. Exactement. Que ce soit en termes de formation. D'accord? La formation, on n'en parlera jamais assez. Jamais. C'est hyper difficile. C'est continu. Exactement. Mais en termes d'industrialisation. Tu as parlé de Galeries Lafayette, qui était aussi une grande fierté. Parce qu'il faut savoir que Galeries Lafayette, je me suis réveillée un jour, j'ai dit à mes sœurs dans le groupe familial, cette année, je vais exposer à Galeries Lafayette au printemps. Je dis ça, j'écris. Je leur envoie. La vision. Je leur dis, vous qui êtes en France, allez se renseigner et je vous donnerai 10% des ventes. Je dis ça. Tu dis ça. Je dis rien. Tu dis rien. L'autre me dit, OK, donc on va regarder. La dernière me dit, la Benjamin, OK, moi j'ai un peu de temps libre, j'irai regarder. Mais tu me donnes mes 10%. J'ai dit oui. Une semaine, Adama Paris m'écrit. Waouh. Hélène, j'ai un truc, je suis en tournage, je vais t'appeler. Elle m'appelle, elle me parle de Galeries Lafayette. Direct. Incroyable. Direct comme ça. J'ai dit, OK, ben, dans ma tête, c'est tout ce que j'ai voulu, au fait. J'ai voulu exporter, j'ai voulu, voilà, être présente dans des grandes enseignes comme Galeries Lafayette, et ça, c'est fait. Donc, je rends grâce à Dieu. Je pense que aussi, c'était un clin d'œil de mes prières. Je prie, je jeûne beaucoup, je suis fatiguée. Dieu m'a entendu. Les prières ont été entendues. Ont été entendues. Et cette expérience était énorme. On s'en rend pas compte, mais quand on voit, voilà, la fierté de la communauté, de vous, des gens qui sont venus nous soutenir et tout, mais on avait un problème, un grand problème. Il n'y avait pas assez de stock. Il n'y avait pas assez de stock. Il n'y avait pas assez en vente. Comment c'est possible? Ça, c'est frustrant. Waouh, ça, c'est frustrant. Hyper frustrant. Ouais. Il n'y avait pas de stock. Nabou, c'était 3 semaines. Marina, fallait nous voir comment on appelait nos boutiques. Abidjan, vous avez ça, envoyez-nous, il y a un GP qui arrive. Dakar, envoyez-nous tout. Non, mais la première semaine, c'est-à-dire que je peux dire les 3 premiers jours, pour 21 jours, tout le stock était quasi parti. Le stock de 21 jours est parti en 3 jours. Waouh. Parti. Donc, d'un côté, c'est génial parce que ça montre qu'il y a un intérêt pour les produits et de l'autre côté, c'est hyper frustrant parce que il y a pas de beaucoup stock. d'intérêt. Au fait, c'est ça que je me dis. Je me demande, est-ce que nos institutions
s'occupe de nous-mêmes. Non, est-ce qu'ils se rendent compte? Parce que, comme tu dis, quand vous avez démarré, toi et beaucoup d'autres, hein, il y avait que les pionnières, les tatas, voilà, qui étaient là, qui faisaient aussi beaucoup, qui ont fait un travail de fond, qui ont créé les choses. Beaucoup. Et vous êtes venus et vous êtes allés sur une autre dimension aussi. Mais les gens se sont pas rendus compte de la vitesse d'évolution du secteur de la mode africaine en 10 ans. Juste seulement 10 ans. Il y a eu un shift chez tout le monde. Énorme. Un shift aussi bien chez les créateurs africains, un shift chez les Africains eux-mêmes, et un shift en fait international. La diaspora. Ou mais diaspora ou même sans la diaspora, le monde porte l'Afrique. Exactement. Là, et ça, c'était pas le cas. Tu le fais plus au Sénégal ou à l'extérieur? Alors, au début, c'était plus à l'extérieur. Ok. Voilà, au début, c'était plus à l'extérieur. Mais après Covid, les choses ont bougé. Ont changé. Ont énormément changé. Okay. Après Covid, vraiment, on a eu beaucoup de locaux qui se sont appropriés maintenant, qui se sont dit, ça y est. Ils venaient, hein, avant Covid, c'était assez timide. Mais maintenant, je pense que Covid a réveillé beaucoup de choses en eux. Exactement. Ils comprennent ils ont compris que maintenant, il faut qu'on soit autosuffisante, mais partout dans tous les secteurs. Et donc là, aujourd'hui, je peux dire que c'est moitié-moitié. Okay. Voilà, c'est moitié-moitié. On a beaucoup de touristes aussi qui viennent. Les gens connaissent avec les réseaux sociaux. C'est ça. Alors, c'est quoi l'ambition maintenant? Parce que tu as réussi à faire une marque de prêt-à-porter. Tu la vends à l'international, aussi bien que sur le territoire. C'est quoi la vision maintenant? Je veux pouvoir vendre plus. Je sais que je peux vendre plus, je sais, mais j'ai besoin de plus de production. J'ai besoin que peut-être que ce secteur soit industrialisé, qu'on pense à nous, qu'on se souvienne de nous, qu'on sache que au-delà de ce qu'on fait, d'être des designers, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi, on est des ambassadeurs. Quand nous quittons notre pays pour aller ailleurs, on représente le Sénégal. Tout à fait. Le Sénégal est respecté pour la qualité qu'il offre ailleurs, d'accord, en termes d'habillement. Donc, on est hyper bien prisé dans la sous-région et partout ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici coudre, faire leurs vêtements, même créer leur marque et revendre ailleurs. Oui. Beaucoup. Et ça, j'ai l'impression que, comme je le redis, hein, l'État, nos institutions ne le savent pas, au fait. On se bat toutes seules, on est entre nous, on est hyper fermés, alors que les gens nous connaissent, les gens veulent, Il y a beaucoup de tailleurs, il y a beaucoup d'écoles de couture, mais par contre, savoir travailler en série, faire des modèles identiques, respecter les tailles, respecter la qualité pour l'export, ça, c'est très compliqué. Trouver les bonnes machines. Exactement. Trouver des gens pour réparer les machines. Exact. C'était un défi. Quand on faisait Sarka, c'était vraiment notre plus grand défi. Ouais. Et je peux dire que ça nous a ralenti dans notre élan, parce qu'il faut prendre le temps de former qu'ils puissent comprendre et se saisir et épouser tout cela. Et c'est vrai que on veut pas verser sur comme les grandes marques, hein, faire une production pas du tout sustainable. On veut quand même garder ce côté un peu mode éthique durable, mais je pense qu'il y a des comment dirais-je, des techniques à adopter, du semi-industriel, des choses qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'être compétitifs et de faire beaucoup plus de chiffres. Beaucoup plus de chiffres. Parce que la demande est là. Alors moi, j'ai envie de te dire, il y a deux façons de faire. Hein. Dans ce cas, c'est soit de faire le plaidoyer, mais de manière assez offensive. Soit de le faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On le fait. Il faut le faire. Donc, toi, tu pencherais vers quelle option? Moi, je penserais sur le faire, un semi-industriel, mais ça, faut le faire. C'est des gros investissements, par contre, c'est ça. C'est pas 100 millions, c'est pas 200 millions. Mais tu as toujours demandé. C'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours demandé. Ben oui. C'est vrai. Tu as toujours demandé. Pourquoi pas cette fois-ci? Pourquoi pas? C'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et ça me fait venir au point sur la collaboration. On avait évoqué ça tout à l'heure. C'est que peut-être ce genre de projet, c'est aussi à plusieurs qu'on peut les porter. Et justement,
on a vu dans ton parcours que tu as aussi cofondé un concept store. Et on avait envie que tu en parles un petit peu parce que, justement, c'est hyper important de savoir collaborer. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Très importante et très enrichissante, faut le dire. Donc, j'ai cofondé Arca avec Soufatou, qui est aujourd'hui, qui n'est pas une collaboratrice, c'est une sœur. Coucou Soufatou. On sait, hein. les sœurs, exactement. Donc, vous avez cofondé ça toutes les deux. On a cofondé. J'ai beaucoup appris avec elle. Elle a beaucoup appris avec moi. On a grandi ensemble. On est tombé ensemble. On s'est relevé ensemble. Et surtout, on s'est entraidés. Et ça, c'était hyper important. Je pense que avoir Fatima à côté de moi a rendu ce parcours aussi beaucoup plus, tu vois, light. Parce que quand tu pleures, après, c'est fini. Mais quand je pleure, j'appelle Fatima, je pleure. Donc, elle m'écoute pleurer. Elle me dit, d'abord, ça va aller. Yalla bahna. Elle aussi, pareil. Elle pleure, elle m'appelle. J'ai dit, Fatima, ça va aller. Tu vas t'en sortir. C'est ça. Et on s'est supporté. Donc, Arca a été une très belle expérience. Très belle expérience. On n'a rien regretté parce que ça nous a aidé aussi à grandir, à comprendre l'écosystème et tout, à plus aller vers ces designers-là, comprendre aussi leurs besoins. On a donné de la formation parce qu'avec GIZ, on avait un projet où on formait aussi les designers en technique de vente, comment vendre sur en ligne et tout, les réseaux sociaux que Fatima maîtrise très bien. Donc voilà, on a fait quelque chose. Mais malheureusement, c'était pas assez. C'était pas assez. Chacune de nous avait sa marque à côté qu'elle essayait tant bien que mal de développer. Et à côté, il y avait Arca qu'on devait aussi développer. C'était comme si on développait aussi d'autres marques. Voilà. Donc, on avait 2 boutiques. À un moment donné, on a juste fermé une et on a dû garder une seule, mais qui a fait son chemin, qui a bien marché jusqu'à un moment. Donc, là où on avait le local, c'était au Novotel, ils avaient besoin du local et ils nous ont suggéré un autre. Et puis, depuis, on attend, au fait, qu'ils nous suggèrent. Et si c'est bon, on va le refaire parce que c'est quelque chose qu'on aime faire, au fait. Vous avez mis en pause. Et c'est quoi la recette d'une bonne collaboration selon toi pour que ça marche? Parce que il y a aussi plein de bonnes expériences et il y a aussi plein de mauvaises expériences. Exactement. Je pense la communication. Ouais, la communication. C'est hyper important. La communication, dire ce qu'on ressent, dire les choses au fait et essayer de dialoguer. Pour moi, une bonne collab, c'est juste la communication. Donc, t'es capable vous êtes capables toutes les deux de vous dire quand ça va pas ou... Ah oui. Quand quelqu'un est frustré parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on le dit, hein. On le dit avec nos mots et on arrive à se comprendre. À comprendre les mots de l'autre, au fait. C'est ça, c'est, avec Fatima, franchement, c'était vraiment, on n'a jamais cessé de communiquer, au fait. Jamais cessé de communiquer et jamais cessé de prendre nos responsabilités. C'est important. Quand vous êtes 2, chacun doit faire son job et chacun doit prendre ses responsabilités. Et si ça s'est pas fait, avoir l'humilité de le reconnaître. D'où la communication, toujours parler, toujours dire les choses, ne pas laisser les choses être bernées et se dire non, c'est pas grave, ça amène des frustrations et demain ça va faire que voilà, ça va éclater parce que je dis que nous tout le temps, Fatima, c'est vrai, c'est ma sœur, mais j'ai aussi mes sœurs que si ça ne va pas, je vais aller dire il y a ça et ça, elle aussi va dire il y a ça et ça au lieu de venir lui en parler directement avec la personne. Donc, la personne qui n'a pas cette affinité avec Fatima ne va pas me conseiller, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bien me conseiller, au fait, un conseil bienveillant qui va faire que je vais revenir. Donc, on a préféré, nous, quand ça ne va pas, on en parle. Et ça nous a beaucoup sauvés parce qu'au début, c'était vraiment hyper compliqué. Je vais pas le nier. Au début de notre collab, de Arca, c'était hyper compliqué parce que moi, je suis venue avec mon expérience, elle aussi. Et moi, je l'appelais la sociale. Fatima est capable de te donner toute sa boutique, hein. Il y a pas de problème. Moi, j'arrive, je dis non. C'est-à-dire que c'est comme ça et comme ça. Tu vois, j'amène un peu de trucs. Il y a un mot qu'elle m'appelle. Je pense qu'elle m'appelle professionnelle. Elle est trop impolie, cette fille.
Oui, la professionnelle. Je dis oui, Fatima, la sociale. Voilà, on est là pour faire de l'argent. Donc non, au fait, on fait de l'argent. C'est comme ça et comme ça et comme ça qu'il faut faire. Mais on a discuté et tout, et chacun a reconnu à l'autre ses qualités et ses défauts. Et c'est ensemble, on a essayé. Vous voyez, on est trouvé l'équilibre. Exactement, on a trouvé l'équilibre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle reste. Moi, je l'appelle ma collaboratrice quand je parle de Fatima. Aujourd'hui, elle reste une de mes plus belles collaborations. Et justement, donc il y a elle avec qui t'a collaboré, et puis il y a beaucoup d'autres designers sénégalais. Et donc, est-ce que ça serait envisageable de travailler ensemble pour justement créer ce qui manque aujourd'hui dans le secteur? Effectivement, faut dire que la chance qu'on a, et je le dis toujours, c'est que cette nouvelle génération qu'on est, waouh, franchement, je peux même pas le qualifier au fait. On est tellement bienveillante, on s'entraide. Moi, quand j'ai fait ma collection en période de Covid, j'étais là. On n'avait pas, le marché était presque fermé. On n'avait pas de tissu. C'est Lahad qui m'a parlé de l'usine de Kaolack, de Metexka, avec qui j'ai travaillé. D'accord? Quand on partait, la première fois qu'on est parti faire une vente privée en Côte d'Ivoire, c'est Hadignan Edlib qui m'a parlé du talk qu'elle était censée faire. Quand elle m'en a parlé, j'ai appelé Bobo, j'ai appelé Soufatou, j'ai appelé Zadada, j'ai appelé Alia. Je leur ai dit, venez, on va en Côte d'Ivoire. C'était une très belle réussite. On a fait avec Hadi, on a négocié avec un autre concept store chez Fabienne. On a refait une vente là-bas. Et comme moi, j'ai habité en Côte d'Ivoire, je connais des amis et tout, j'ai des amis là-bas. Quand on est arrivé, ils nous ont dit, mais vous êtes venus à 5 designers pour faire une vente? J'ai dit oui. Et ça, on n'aurait jamais vu en Côte d'Ivoire. Jamais. Alors, parce que vous êtes venus ensemble, c'est ça qui les étonnait. Oui. Ah, tu vois. Jusqu'à présent, c'est un bel exemple. C'est un super bel exemple. Moi, je suis fière de cette génération de designers qu'on a. On s'entraide. Quand il te manque quelque chose, tu vas appeler, parfait, j'ai besoin de ça. Où est-ce que tu as acheté cette fermeture? Où est-ce que j'ai fait ça? S'il y a une opportunité, on en parle. Ah, est-ce que tu as reçu ce message? J'ai reçu tel. Est-ce que toujours? Parce que chacun, et puis ce qui est aussi important à comprendre dans votre secteur, il y a une grosse part qui est liée à la créativité et qui finalement, le marché que vous allez avoir va être lié à la sensibilité des uns et des autres. Donc finalement, que comme tu dis, parfait ne fait pas du Sister Africa, Sister Africa ne fait pas du Soufatou. Exactement. Donc finalement, chacune peut trouver son marché et qu'on s'entraide. Mais parce que pendant longtemps, on a eu ce problème-là de non, je te donne pas l'adresse de mon fournisseur, continue avec tes fermetures qui déraillent là. Exactement. C'est pas mon truc. Donc ça, c'est hyper important. Exactement. Moi, j'avais juste peut-être un dernier aspect à échanger avec toi parce qu'on va aller vers la fin de notre échange. Où on peut rester pendant 4 heures. Rester, hein. Vous savez que moi, j'adore accueillir. Voilà. Surtout que là, content. on parle le zombie. Zombie, il a dit, Agnès. Maïmouna, le zombie, où? C'est ça. Non, il y avait cet aspect-là parce que je reviens à la partie quand même, ta vision, le côté scale et puis de construire vraiment cette industrie-là. Ça t'a jamais intéressé d'aller chercher justement cet argent-là, de lever des fonds parce que on vit aussi dans un écosystème qui est très voilà, il y a une énergie du moment, il y a les investisseurs qui sont là, etc. Il y a aussi l'État qui met en place des fonds, etc. Tu t'es jamais dit, allez, je vais aller chercher 1 million d'euros ou de dollars pour faire en fait vraiment le Sister Africa que je veux? Alors, j'y ai pensé, hein. J'y ai vraiment pensé. Mais il faut savoir que quand même, je suis de la vieille école qui veut réussir toute seule, qui veut tout faire toute seule. D'accord? Je ne suis pas jeune, Marina. Je te dirai pas mon âge. 25 ans. 25 ans. Je mets de côté d'ailleurs la vraie dernière question que je viens de me rappeler. Je vais mourir ici. Et pitié de moi, Nabou, toi aussi. Non, c'est rien, c'est gentil. Donc, du coup, alors, j'ai eu des demandes, hein. On m'a approché pour une ouverture de capital. Enfin, ma réflexion était simple. Je me suis dit, j'ai quitté le salariat, c'est pas pour avoir des gens derrière moi. Je vais être libre. Tu peux être libre. Je vais être libre. Je suis une créative. Donc, c'est hyper difficile. Moi, mes chiffres, tu me les demandes, je connais pas. J'ai une équipe qui s'occupe de ça. Il y a ma sœur qui est là, Jeanne, avec qui m'a rejoint quand même, hein. J'ai pas parlé, mais quand ils m'ont dit non,
En 2016, je pense, Jeanne a rejoint Sisters of Ah, Africa. ok. Elle a vu que cette fille ne blaguait pas, hein. Et que voilà, c'était quelque chose de sérieux. Exactement. Ouais. Et c'était bien parce que par sa formation et tout, tout le management, c'est elle qui s'occupe de ça. Des Ouais. chiffres. Peut-être qu'on aurait approché peut-être Jeanne, elle aurait, tu vois, une autre idée différente de la mienne. Mais moi, j'ai pas envie de stress. Je veux être libre de pouvoir créer, de pouvoir faire mes choses tranquille. On va pas m'appeler pour me demander le CA de la journée, c'est combien, vous avez vendu ça, vous avez. Parce que aussi, c'est vrai que c'est assez positif, ça peut beaucoup aider. Mais je me dis toujours que c'est bien aussi de grandir à son échelle. Voilà, de comprendre les rouages, de faire des erreurs, de tomber, de se relever, et les choses vont se faire naturellement. Parce que peut-être qu'il y a 5 ans, on m'aurait donné 1 milliard, j'allais pas suffisamment rentabiliser. T'avais pas encore la maturité, t'avais pas encore appris tout ce qu'il fallait apprendre. Donc, en général, on s'en rend compte même que les entreprises qui arrivent très vite à maturation tombent très vite aussi. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas appris tous les rouages, les problèmes avant d'arriver. Tu comprends ce que je veux dire? Là, moi, j'apprends tous les jours. Hein. Donc, pour l'instant, t'as pas ouvert ton capital. Et est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour la suite? Très envisageable. C'est très, très possible. Parce que oui, dans le monde de l'investissement, on dit aussi beaucoup qu'il faut trouver le bon fonds parce qu'il y a forcément un fonds qui te correspond parce que derrière les fonds, il y a des personnes et les fonds ont de plus en plus aussi des identités, des ADN. Il y a des fonds qui vont être là et qui vont mettre l'humain vraiment en premier et qui vont faire en sorte que la personne avec qui il s'associe se trouve bien. C'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage et je pense que ton intuition te dira le bon moment. Exactement. Et justement, ma dernière question avant qu'on aille à la vraie dernière question, c'est ça. C'est dans tout ça, en fait, quelle place les hommes ont eu dans ce parcours? Parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de beaucoup de femmes, notamment ta mère, beaucoup. Oui, tes sœurs, beaucoup. Tes copines, beaucoup. Tes collègues, beaucoup. Mais toujours des femmes. Les hommes dans tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup. Quand on s'est parlé au téléphone pour préparer, tu m'as dit non, ça, je te le garde au chaud. Donc, je suis impatiente de savoir la réponse. Toi aussi, tu chauffes. Là, on arrive dans les questions croustillantes. Non, parce qu'on a beaucoup parlé. Il faut que les gens, ils voient un teaser où on leur dit, à la fin, elle vous dit tout. C'est vrai aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a parlé... pour accentuer sur cette question-là, moi, j'ai remarqué au Sénégal que, avec mes amies entrepreneurs sénégalaises, pour beaucoup, il y a un homme dans le coin qui a supporté. Et des fois, c'est un papa, des fois, c'est un frère, des fois, c'est un mari. Oui. Mais ils sont importants. C'est vrai. Alors... Non, ils sont très importants, les hommes. Et j'en ai parlé tout au début avec ma mère, qui était entrepreneur, que mon père a supporté, un papa formidable qui a presque fait le rôle de ma mère à la maison. Nous, c'est mon père qui nous faisait le petit déjeuner. Ouais. Le matin, qui nous réchauffait l'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau chaude. C'est mon père, le matin, qui se réveillait avant d'aller au boulot, qui réchauffait l'eau, qui nous réveillait pour qu'on prenne notre douche et tout, qui faisait le petit déjeuner. D'accord? Le soir, pareil, c'est lui qui cuisinait. Moi, je me rappelle que mes copines, pour me charrier, hier, on a mangé chez elle, son père a préparé. Tu sais, c'est des choses que tu caches parce que dans l'entourage où tu évolues, ça n'existe pas. Un papa qui fait à manger pour ses enfants et tout. C'était pas, je disais, ne me répétez plus ça, je me fâchais tout le temps. Donc, j'ai eu un papa qui était vraiment présent, qui était fier de nous. On était presque que des filles, 8 filles, un garçon. C'est pas un papa qui nous a toujours soutenus dans tout ce qu'on faisait, qui nous a jamais parlé de il faut se marier, il faut faire des enfants très tôt. Non, pour mes parents, c'était il faut que vous vous fassiez vous d'abord. C'est vous d'abord, que vous ayez quelque chose. Ma mère donnait l'exemple de mon père qui gagnait bien sa vie à un moment donné, qui s'est arrêté. Il disait que voilà, demain, au moins, si votre mari n'arrivera plus à faire, vous pourrez faire. Donc, c'est vous d'abord. Faites votre avenir, gagnez votre argent, après le reste va suivre. Et moi, j'ai continué comme ça. Moi, je travaille, je fais ma vie. Après, s'il vient, il est là. S'il vient pas, on va dire quoi? On continue notre vie.
Ça, c'est le Marina? papa. Oui, ah, ça c'est le papa. Non, mais Chapitre elle a 1. répondu parce qu'elle te dit, c'est ça. Maintenant, s'il vient, c'est bien. S'il S'il vient pas, machin. il C'est vient que, On avance quand même. aussi, c'est ça. C'est que finalement, d'avoir eu un père comme ça, qui t'a mis à l'aise avec cette relation, ce rapport avec les hommes, c'est hyper important sur le fait que, voilà, j'attendrai le bon et puis, bon, les références et les standards sont hauts, du coup, parce que, hein, le mari qui va venir moi, j'ai grandi avec un papa qui cuisinait à la maison et qui s'occupait de nous. Donc, franchement, le niveau, il est au minimum là-bas. C'est ça. Qui nous aimait. Moi, j'ai un papa comme ça aussi, et c'est vrai qu'après, le niveau est haut, on est très exigeant avec les hommes. C'est compliqué même. Je dis parfois, nous, quand même, on est gâtés. Hein. Et parce que mon père nous disait que vous étiez faut pas oublier que vous êtes des princesses. Ah, voilà. Il nous le disait, il nous le rappelait, au fait. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des princesses. Et ma mère lui disait, toi, tu penses que c'est toi qui vas épouser tes filles. Tout le temps. Ta mère, c'était la rationnelle. Elle était... Ma mère, non. Toi, tu penses que c'est toi qui vas épouser tes filles. Tes filles sont appelées à être mariées, à avoir des enfants. Il disait, oh, oh. Tu vois? Donc, tu grandis comme ça, tu es à l'aise, tu n'as pas de pression. Ouais. Tu te dis pas, ça y est, il faut que je me marie et tout. Le mariage est important. Il faut que je sois madame de pour que. Pour exister. Exactement. Et moi, ça me faisait quand même un peu, je vais pas dire que ça me faisait mal, mais ça m'intriguait quand des gens pensaient que voilà, tu as ta boutique, tu voyageais, tu faisais ton business. Forcément, il y avait quelqu'un derrière. Il y avait un homme derrière, ouais. Et même quand j'ai eu des relations, hein, au début, c'était hyper difficile parce que c'était bizarre pour eux. C'était, peut-être qu'elle m'embarrasse, quoi, genre. Tu te réveilles, tu dis, ok, demain, je vais au Burkina Faso parce que j'ai un truc. Tu te prends ton billet, tu prends ton truc, tu pars, quoi. Tranquille. Ils se sentent inutiles. Oui. Ils se disent, mais elle, là, est-ce que même son affaire, là, est claire? Ça doit pas être clair, hein. Et, avant même les hommes, moi, c'était les femmes. Ah oui. Qui me faisaient ces réflexions-là. Qui me faisaient ces réflexions. J'ai dit, mais c'est bizarre, hein. Mais moi, je suis toute seule. Et une de mes meilleures amies, ma copine d'enfance, avec qui j'ai fait 6e jusque-là, amie, elle est à Kofina, je lui dis coucou. On nous appelle Maram Biran, duñu and duñu tago. Donc, elle me dit, tu sais que moi, j'ose même plus dire que Hélène est célibataire. Parce que tout le monde me dit, Hélène te cache des choses, c'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai dit, mais toi-même, pourquoi tu parles? On se sait. Un jour, elle me dit qu'elle était chez elle et moi, je l'appelle. Je dis, mais j'ai une bonne nouvelle. Et c'est sa maman qui était elle était en point. Bonne nouvelle, elle se marie. Et sa maman court. Elle dit, maman, qui t'a dit qu'elle se marie? Bonne nouvelle. Et tu dis, j'étais en train de lui dire que je sais pas qu'est-ce que je faisais et c'était réussi, je devais partir. Elle est contente. Alhamdulillah. Elle se marie. J'ai dit, non, calme. Elle dit, maman, elle là, n'a rien. Donc, si elle doit se marier. Donc, le gars là, elle a rencontré quand? Ouais. Et où? Ouais. Donc, je fais pas, c'est important, hein. Je me dis, quand on est dans une relation, dans un mariage équilibré, c'est hyper important. C'est hyper important. Comme ma copine me disait, Calista, Hélène, tu sais, c'est très doux, tu rentres le soir, tu as quelqu'un que tu emmerdes avec tous tes projets. Même si il ne croit pas à ton projet, même le fait qu'il te dit, il me dit, c'est bon, c'est gratifiant. Bon, ouais. Donc, mais c'est pas quelque chose que moi, je cherche au fait. Si ça doit me trouver, ça va me trouver, non? C'est comme ça, on cherche pas. Non, on cherche pas, ça arrive parce que ça doit arriver. Mais parce qu'aujourd'hui aussi, le métier que tu fais t'expose beaucoup. Est-ce que du coup, c'est pas compliqué d'être la personne que tu es aujourd'hui dans le milieu de la mode et, voilà, qu'on sache que Hélène est célibataire? Compliqué pour les hommes ou pour moi? Non, pour toi. Non. Moi, compliqué. Moi, j'oublie, hein. C'est-à-dire que si j'ai pas ces conversations avec quelqu'un, je me réveille pas le matin pour me dire que, ok, tu es célibataire, tu as des contraintes. Non, tu fais ta vie, C'est ça, en fait. C'est ça. Peut-être c'est un drame, c'est ça le drame, ou c'est ça le chic, le luxe. De me réveiller le matin. C'est un luxe aussi, hein. J'ai pas de pression, ni du côté de ma famille proche, je vais dire, parce que quand même, ma famille lointaine, hein, il y en a qui ont essayé, j'en parle à mes sœurs. Il y a une petite sœur d'Aïssan, son lamine est trop saf, mado, qu'une serrère. On la voir comme ça, mais son lamine est saf de... Elle me dit, faut lui dire elle-même, quand est-ce qu'elle va mourir?
Je dis, ah bon? Il me dit, oui, quand on te demande, ah ouais, toi, tu te maries quand? Demande à la personne, elle va mourir quand? Elle va te dire, je sais pas. Tu dis, toi aussi, tu sais pas. C'est Dieu qui donne, non? Voilà, Donc, c'est faut ça. pas qu'on te truc. Donc, ma famille est à l'aise avec ça. Mes amis sont à l'aise avec ça. Ouais. J'ai des amis célibataires, on vit notre meilleure vie. Mhm. Vous voyez, donc le mari, moi, doit me trouver bien. Je me réveille pas le matin en ayant une étiquette. Après, peut-être que le comportement des gens peut changer. J'avais remarqué, vous voyez, mais c'était pas énorme, que là où j'avais l'habitude d'aller pour sourcer mes articles et tout, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que je comprends aussi, hein, la plupart de ces marchés, c'est des personnes qui viennent à l'intérieur du pays, qui viennent chercher et tout. Quand ils te demandaient, ils avaient l'habitude, I'm gonna dire que tu es marié. Quand tu te disais non, tu voyais que le regard, tu vois, commençait à changer. Ils vont essayer de te taquiner et tout, genre, quoi. Quelque chose que on va dire, j'appréciais pas parce que je suis venue quand même pour faire mon travail, acheter du tissu et partir. Et sur ce côté-là, dans ce marché-là, quand j'arrivais en mode madame pour me protéger. Oui, bien sûr. C'était juste ça, en fait. Voilà. Mais dans le milieu où moi j'ai grandi, où je fréquente, moi j'oublie même que je suis célibataire. Ouais. Quelqu'un qui n'est jamais marié, tu as goûté le célibat, tu es bien dedans. It's okay. Enfin, je veux dire. It's okay. It's It's okay. okay, en fait. It's okay. Non, en tout cas, c'est super. Moi, je suis très contente d'entendre, on va dire, ce rapport très posé que tu as par rapport à ça. Parce que c'est très important. Il y a une grosse injonction de la société pour les femmes sur ce sujet-là. Et je pense que c'est ça le début de la liberté, en fait, de laisser les personnes, voilà, cheminer de la manière dont elles le souhaitent. Exactement. Et on va maintenant clôturer malheureusement notre échange avec une question, mais je pense qu'il va te plaire. C'est vrai? Je laisse Marina la faire parce que c'est sa préférée. Toi, donc tu connais la question déjà? Bien sûr, je connais la question. Vous m'avez eu? On aime bien cette question parce que ça permet de connaître un peu plus la personne derrière, encore une fois, derrière la façade. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est venu à cet entretien avec une baguette magique pour toi. Ah. Je te donne la baguette magique, voilà. Maintenant, tu peux l'utiliser une fois. Donc, si tout était possible, dans le monde personnel, professionnel, whatever, tu as un vœu à exaucer avec cette baguette magique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je demanderais? Ouais. La paix intérieure. Que ça. Que ça. Que ça continue. Que ça continue. Ouais. Est-ce que tu l'as aujourd'hui? Je suis en chemin. Ok. Il y en a qui disent que j'ai trouvé. Parfois, je dis que j'ai trouvé, mais parfois, tu vois, il y a des défis qui arrivent. Il y a des variations dans la paix intérieure. Mais je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis que c'est le plus important pour moi. Je me réveille le matin, j'ai cette paix. Cette paix qui permet que même dans la difficulté, je suis en paix. Même s'il y a la guerre autour de moi, je suis en paix. Et ça, on peut dire, il n'y a que Dieu qui le donne. Ouais. Ça demande un peu de travail de ta part aussi. Beaucoup de travail que j'ai commencé depuis, on va dire, 5 ans. Depuis 5 ans, depuis 2020. Je commence à faire ce travail-là. Donc, avec cette paix-là, j'apprends beaucoup sur moi-même. Cette paix-là m'a permis de guérir de plein de choses parce que j'ai eu quand même beaucoup de décès autour de moi. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit une de mes meilleures amies, Andrea, avec qui j'ai commencé cette aventure Sister Africa, qui nous a quittés 3 ans après. Donc, que ça soit même les déceptions que tu peux avoir dans ce milieu. Donc, arriver à être posé et à ne voir que le positif dans tout ça, je pense que c'est un bon cheminement que Dieu a permis que j'ai au fait. Parce que c'est une grâce. Moi, je dis que la paix intérieure, c'est une grâce. Oui. Est-ce que tu le fais toute seule ou tu te fais aider? Je me fais aider par ma Bible. Ok, mais c'est ça, mais c'est bien, donc c'est ce qui t'aide dans les moments difficiles. Beaucoup. Ma foi, c'est tout ce que j'ai au fait. J'ai pas autre chose. Moi, je pense que si j'avais pas cette foi, aujourd'hui, je serais une folle dans la rue et tout, parce que quand même,
Moi, je me disais, quand j'ai perdu ma mère, ma vie était finie, en fait. Mm. J'allais mourir Mm. avec elle. Mm. Je me rappelle que pendant 1 an, je pleurais tous les soirs pendant 1 an. Wow. J'étais partie voir le médecin. J'ai dit que j'ai une boule par ici. J'allais mourir, cancer de sang et tout, parce que moi, mes parents sont morts de cancer. Ma mère, col de l'utérus. 10 ans après, mon père, prostate. Donc, quand ma mère est décédée. Et quand je suis partie voir le médecin, j'avais rien. On a fait tous les examens, j'avais rien. C'était juste la douleur. Qui s'était vraiment ankylosé. Exactement. Quoi. Ouais. Et au cours de ma vie, je rencontre vraiment, je connaissais Dieu, hein. J'ai toujours prié et tout, à la maison stricte, tu vas à la messe le dimanche, personne ne dort. Si tu n'es pas parti samedi, dimanche, tu pars. Donc, je grandis, mais je m'approche de Dieu et Dieu me montre vraiment qui il était. Donc, cette paix m'a permis de guérir de toutes mes blessures, d'accord? Et je dis tout le temps, quand on parle de mariage, si je m'étais mariée, même il y a 5 ans, j'allais divorcer. Parce que même le terme vrai du mariage, j'ai compris le mariage dans la Bible. C'est quoi le mariage d'après Dieu? C'est quoi, au fait, entreprendre d'après Dieu? Donc, je base tout ce que je fais dans ma foi. D'accord? Et c'est ça aujourd'hui qui me porte, qui m'aide à évoluer, à aller plus, à avoir... Oh, je peux même pas l'expliquer. Tu vois, cette joie, cette beauté, on me dit que tu es belle. Je dis oui, je suis belle parce que j'ai Dieu en moi, j'ai cette foi qui fait que même quand je traverse des moments hyper difficiles, je suis en paix parce qu'il est avec moi, il m'aide, il m'accompagne, il me dit n'aie pas peur. Le mot n'aie pas peur a été dit dans la Bible des millions de fois. Dieu nous dit je vous ai créé, je sais ce que j'ai mis en vous. C'est pour ça que quand je regarde mon parcours, de là où j'ai commencé jusqu'ici, Dieu a toujours été avec moi. Il a permis que je fasse ça pour être qui je suis aujourd'hui. Pour faire ces soirées. Donc, ces soirées, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc, si vous tentez de le faire tomber, c'est votre problème, c'est vous et Dieu. Non, ça ne va pas tomber. En tout cas, c'est un parcours incroyable qu'on a eu beaucoup de plaisir à redécouvrir parce qu'à chaque fois on découvre, tu vois, des nouveaux contours, une nouvelle facette de Hélène et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce qu'on veut faire dans ce podcast, c'est vraiment de soulever toutes les épaisseurs, en fait, vraiment de ces parcours. Et je pense qu'on n'a pas tout soulevé, mais... On n'a pas tout soulevé. Oui, on va dire c'est chapitre 1. C'est le chapitre 1. Avec plaisir. Il faut une saison entière rien que pour Hélène. Oui, c'est ça. Comme je t'ai dit, je parle beaucoup. Hein. Il y a tellement de choses. Non, c'est passionnant. Non, c'est hyper passionnant. C'est passionnant. C'est hyper passionnant. Et je pense que tout le monde, en tout cas au Sénégal, parce que tu es une ambassadrice vraiment de, comme tu le disais, du savoir-faire sénégalais. Tout le monde porte cette fierté, en fait. Oh, c'est gentil. Voilà, avec toi, pour toi. Et ce qu'on te souhaite, c'est vraiment de continuer à porter ce flambeau. Merci avec beaucoup. tous les autres designers hyper talentueux qu'on a aujourd'hui. C'est une bénédiction. Et c'est un bonheur de vous voir aussi évoluer aujourd'hui. Vraiment, on te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui ici. C'est moi qui vous remercie vraiment. Voilà. Et je voulais juste ajouter aussi un grand merci à toi, à Marina, et à ton équipe et à tout ce que vous faites. Parce que toi aussi, tu fais partie des personnes qui nous inspirent. Vous nous élevez au fait, vous nous amenez à un autre level. Vous êtes là pour nous permettre d'innover, d'aller de l'avant et de grandir. Et ça, c'est important. C'est important dans notre écosystème d'avoir des personnes comme vous, au fait. Voilà, vous faites notre fierté aussi. On est trop fiers. Mais c'est facile comme travail. Il y a des personnes comme vous aussi. C'est très facile à faire. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On te remercie beaucoup de nous avoir accueillis et toute ton équipe aussi d'avoir rendu ce lieu aussi chaleureux pour nous. Merci beaucoup. Et nous, on vous donne rendez-vous très, très vite pour un parcours tout aussi inspirant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.